Un homme est entré dans une concession de voitures de luxe à Los Angeles. Il ne portait rien d'autre qu'une fillette de 6 ans sur sa hanche et avait un regard tranquille. Il n'était pas habillé pour impressionner. C'était intentionnel. En moins de 10 minutes, la chef de plateau s'est approchée de lui. Elle a pris un verre d'eau sur le bureau de la réception et le lui a jeté en plein visage devant tout le monde. Le personnel a détourné le regard. Les clients ont fait semblant de ne pas remarquer. Un jeune vendeur a été la seule personne à se diriger vers lui. L'homme s'est séché le visage, a dit 7 mots à la responsable et il est parti. Le lendemain matin, il est revenu et tout a changé. Le nom sur le bâtiment était Luxora Motors. C'était écrit en lettres de chrome brossé, monté sur une façade de baies vitrées du sol au plafond. Ces vitres captaient la lumière du matin californien et la renvoyaient comme un avertissement. La salle d'exposition se trouvait à un angle de rue dans l'ouest de Los Angeles. Le genre d'adresse où le mètre carré coûtait plus cher que l'appartement entier de la plupart des gens. À l'intérieur, l'air était frais et sentait légèrement le cuir, l'argent et quelque chose conçu pour donner aux gens le sentiment d'être arrivés dans un endroit important. Les voitures sur le sol étaient polies à un point tel qu'elles ressemblaient moins à des véhicules qu'à des sculptures. Tout dans cet endroit était conçu pour vous dire, avant même qu'un mot ne soit prononcé, que tout le monde n'avait pas sa place ici. Vanessa Cole travaillait chez Luxora Motor Tours depuis 6 ans et elle comprenait ce message mieux que personne. Elle était la chef de plateau, toujours tirée à 4 épingles, le regard vif et encore plus affûté quand il s'agissait de décrypter l'ambiance d'une pièce. Elle pouvait identifier un acheteur sérieux dans les 30 secondes suivant son entrée, à sa façon de bouger, à la montre à son poignet, à l'assurance de sa démarche. Elle avait bâti sa réputation en transformant des clients de grande valeur en ventes conclues, et elle protégeait ce plateau comme s'il lui appartenait. À bien des égards, elle agissait comme si c'était le cas. Jason Miller était chez Luxora Motors depuis moins de 3 mois. Il avait 26 ans, apprenait encore le catalogue des produits et essayait encore de comprendre les règles tacites de la salle d'exposition. Il n'était pas encore cynique. Il regardait toujours dans les yeux chaque client qui entrait, peu importe ce qu'il portait. Ses collègues avaient déjà commencé à trouver cela légèrement irritant. Mark Reynolds, le directeur de la salle d'exposition, dirigeait les opérations depuis un bureau aux parois de verre au fond de la salle. Il n'était pas méchant, mais il était pragmatique d'une manière qui, au fil des ans, avait discrètement remplacé son instinct pour les gens par un instinct pour les chiffres. Il suivait les revenus, surveillait les taux de conversion et faisait confiance à Vanessa pour que la salle fonctionne comme il l'aimait, propre, professionnel et rentable. Daniel Brooks est arrivé à 9h47 un mardi matin. Il conduisait lui-même, sans chauffeur, sans assistant. Il a garé une berline vieille de 2 ans à 3 rues de là et a fait le reste du chemin à pied. Il portait une simple chemise blanche, un pantalon kaki et des chaussures qui avaient été ressemelées au moins une fois. Il portait Emma sur sa hanche gauche. Elle avait 6 ans, les yeux sombres, et tenait une petite bouteille d'eau isotherme à 2 mains, du genre conçu pour les enfants, décorée d'étoiles imprimées. Daniel l'avait amené parce que sa garde d'enfant habituelle lui avait fait faux bond ce matin-là, et il n'avait pas voulu reporter. Il préparait cette visite depuis des semaines. Ce que personne dans cette salle d'exposition ne savait, ce que Daniel n'avait dit à personne en dehors de son équipe de direction, c'est qu'il n'était pas là en tant que client. Il était le fondateur et l'actionnaire principal d'Aurora Automotive Group, la société mère qui possédait Luxora Motors ainsi que 11 autres concessions dans 5 États. Depuis près de 4 mois, des rapports internes signalaient le même emplacement. Luxora Motors, West Los Angeles. Des plaintes de clients qui avaient eu le sentiment d'avoir été jugés et écartés avant même qu'un vendeur ne les approche. Un schéma de service sélectif, attentif aux clients qui correspondaient à nos profils, froid avec tous les autres. Les rapports étaient suffisamment cohérents pour que Daniel décide de voir par lui-même, sans prévenir, sans le filtre qui accompagne le fait d'être reconnu. Il l'avait déjà fait dans d'autres concessions. C'était le seul moyen de savoir ce qui se passait réellement sur le terrain. Il a franchi la porte d'entrée et a posé Emma à côté de lui en gardant sa main dans la sienne. Elle a levé les yeux vers les voitures, les yeux écarquillés, et a immédiatement montré du doigt un cabriolet blanc près du centre de la pièce. Daniel a souri et l'a laissé le tirer un peu plus près. Ils sont restés là un moment,
juste tous les deux, à observer. Personne ne les a approchés. Deux vendeurs à l'autre bout de la salle ont brièvement croisé le regard de Daniel et ont détourné les yeux. Un troisième était occupé avec un couple arrivé dans une voiture que Daniel a reconnue comme une importation de luxe de l'année en cours, donc l'attention de ce vendeur était entièrement ailleurs. Vanessa était près du bureau de la réception, parlant à un homme en costume sur mesure, le genre de client pour lequel la salle avait été conçue. Elle a remarqué Daniel et Emma dès leur entrée. Elle n'a rien dit, mais elle a observé. Jason a été le seul à bouger. Il était en train de réapprovisionner les brochures près de l'entrée quand Daniel est arrivé. Il s'est approché dans les 2 premières minutes, se présentant simplement et demandant s'il pouvait les aider à trouver quelque chose. Daniel lui a dit qu'il ne faisait que regarder, qu'il voulait se faire une idée de l'endroit. Jason a hoché la tête et a proposé de répondre à leurs questions dès qu'ils seraient prêts, puis s'est reculé sans les importuner. Selon toute norme raisonnable, c'est exactement comme l'interaction aurait dû se dérouler. Pendant ce temps, Emma était devenue agitée. Elle avait fini la majeure partie de l'eau de sa bouteille et essayait de l'ouvrir pour la remplir à une fontaine à eau qu'elle avait repérée près de la réception. Elle ne courait pas, elle n'était pas bruyante. Elle était simplement une enfant de 6 ans se déplaçant dans un espace qui n'avait pas été conçu pour les enfants de 6 ans. La bouteille a glissé. Le bouchon, mal fermé, s'est détaché à l'impact et une petite quantité d'eau s'est répandue sur le sol en marbre près de la base du bureau de la réception. Ce n'était pas une flaque spectaculaire. C'était le genre de chose qui arrive dans n'importe quel espace public et qui est nettoyé en 30 secondes. Vanessa l'avait vu de l'autre côté de la pièce. Elle s'est excusée auprès de son client et s'est approchée. Sa démarche elle-même avait une qualité particulière. Sans hâte, délibérée, le genre de démarche qui communique l'autorité avant qu'un mot ne soit prononcé. Elle s'est arrêtée devant Daniel et l'a regardé comme on regarde quelque chose qui est apparu au mauvais endroit. Ses yeux sont passés d'Emma à la petite flaque, puis au visage de Daniel, à l'état général de ses vêtements. L'évaluation a pris moins de 3 secondes. « Ce n'est pas un terrain de jeu », a dit Vanessa. Sa voix était neutre, mais sans aucune chaleur. Daniel était sur le point de répondre quand Vanessa a tendu le bras par-dessus le bureau de la réception, a pris un verre d'eau plein qui était là pour un membre du personnel et le lui a jeté directement au visage. Le geste a été rapide et délibéré. L'eau l'a frappé à la poitrine et au cou et a trempé sa chemise. Emma a émis un petit son et a reculé. Le silence s'est fait autour de la réception. 2 clients près de la fenêtre se sont retournés pour regarder. Un vendeur à proximité a fixé le sol. « Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit », a dit Vanessa, toujours sur ce même ton contrôlé. « Prenez votre fille et partez avant de faire plus de dégâts. » La pièce est restée silencieuse. Personne n'a protesté. Personne ne s'est avancé. Le couple près de la fenêtre a détourné le regard. Le vendeur qui avait observé a baissé les yeux sur son téléphone. La salle est retournée à son silence soigné, comme si tout l'échange avait simplement été absorbé par les murs. Jason était de l'autre côté de la pièce quand c'est arrivé. Il avait tout vu. Il a traversé la salle en quelques secondes, a pris une poignée de serviettes en papier sur le comptoir près de la fontaine à eau et les a tendues à Daniel sans un mot de justification ou d'excuse au nom de Vanessa. Puis, il s'est accroupi au niveau d'Emma et lui a demandé doucement si elle allait bien. Emma l'a regardé un instant et a fait un petit signe de tête. Daniel s'est séché le visage et le devant de sa chemise. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas regardé les autres clients ou les vendeurs qui avaient détourné le regard. Il n'a regardé que Vanessa et ce qu'il y avait dans son expression n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus calme et de plus certain que la colère. « Demain, » a dit Daniel, « vous comprendrez ce que vaut le respect. » Vanessa a soutenu son regard pendant une seconde exactement avant de le congédier d'un léger tour de tête, se retournant déjà vers son client. Daniel a repris Emma sur sa hanche et s'est dirigé vers la sortie. Il s'est arrêté une fois à côté de Jason, qui était toujours debout près de la réception. Il a sorti une petite enveloppe blanche de la poche de poitrine de sa veste. Il l'a placée dans la main de Jason avec une poignée ferme. Et quand il a parlé, sa voix était assez basse pour ne pas être entendue. « Vous avez été le seul à demander si elle allait bien, » a dit Daniel. « Donnez ça à votre directeur. Pas maintenant, après que la salle se soit vidée. Assurez-vous que personne ne regarde. » Jason a baissé les yeux sur l'enveloppe. Elle était scellée, simple, sans rien d'écrit dessus.
Quand il a relevé les yeux, Daniel se dirigeait déjà vers la porte, la tête d'Emma reposant sur son épaule. Sa petite main s'agrippait au col de sa chemise mouillée. Jason est resté là, tenant l'enveloppe, et comprenant avec une clarté qui l'a surpris qu'on lui demandait de faire un choix. Il pouvait la poser quelque part, laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, se tenir à l'écart de tout ça. C'était de l'option sûre. C'était ce que la salle lui avait appris à faire. Rester neutre, protéger sa position, ne pas s'impliquer dans ce qui ne vous concerne pas, ou il pouvait faire ce que l'homme avait demandé. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il ne savait pas qui était cet homme. Il ne savait que ce qu'il avait vu. Un homme et sa fille traités comme s'ils ne méritaient pas la moindre courtoisie. Et une seule personne dans tout le bâtiment qui avait pensé à demander si l'enfant allait bien. Il a mis l'enveloppe dans la poche de sa veste et est retourné travailler. La salle s'est vidée vers 18h30. Le dernier client est parti par les portes vitrées et les vendeurs ont commencé à éteindre leur poste de travail et à rassembler leurs affaires. Les lumières de la salle d'exposition ont été tamisées pour le mode après fermeture, encore assez vives pour éclairer les voitures, mais avec ce vide particulier que les grands espaces commerciaux ont quand les gens sont partis. Vanessa était restée tard comme souvent, travaillant sur les chiffres de fin de journée dans son bureau. Mark était toujours à son bureau. Jason se déplaçait dans la salle, redressant des brochures qu'il avait déjà redressées 2 fois, en attendant. Il avait porté l'enveloppe dans la poche de sa veste pendant 9 heures. Il y avait pensé à chaque interaction avec un client, à chaque accalmie entre des rendez-vous, chaque fois qu'il passait devant l'endroit près de la réception où l'eau s'était répandue sur le marbre ce matin-là. Il ne l'avait pas ouverte. Il n'en avait parlé à personne. Il avait simplement attendu, comme l'homme le lui avait demandé, jusqu'à ce que la salle soit vide. Jason a frappé au cadre de la porte ouverte du bureau de Mark et est entré quand Mark a levé les yeux. Il a posé l'enveloppe sur le bureau sans explication. Mark l'a regardé, puis a regardé Jason, puis l'a prise et l'a retournée. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Il l'a ouverte. La lettre à l'intérieur était une seule page imprimée sur du papier blanc propre, de structure formelle et de langage direct. Jason a observé l'expression de Mark changer pendant sa lecture, pas de façon spectaculaire, mais de la manière dont un visage change lorsque le sol sous les certitudes d'une personne s'effondre doucement. Au moment où Mark a atteint le bas de la page, il avait cessé de respirer à un rythme naturel. Il a regardé la carte de visite qui avait été glissée derrière la lettre. On pouvait y lire « Daniel Brooks, George, fondateur et actionnaire principal, Aurora Automotive Group. » Mark a posé la carte sur son bureau avec la précision d'un homme qui s'efforce de paraître calme. Il a remercié Jason, lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui et a attendu que les pas de Jason se soient estompés avant de prendre son téléphone. Vanessa a répondu à la 2e sonnerie. Mark lui a dit de venir dans son bureau et de fermer la porte. Elle est arrivée en moins d'1 minute et il lui a montré la lettre sans rien dire d'abord. Elle l'a lue debout, une main posée sur le bord de son bureau. Quand elle a fini, elle l'a posée et a regardé la carte de visite pendant un long moment. « D'accord, a-t-elle dit. Alors, on gère ça. » Mark lui a demandé ce qu'elle entendait par « gérer ça ». Vanessa s'est assise en face de lui et a exposé l'approche avec un sang-froid qui, dans d'autres circonstances, aurait été impressionnant. Ils contacteraient le service juridique de l'entreprise dès le lendemain matin, non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de techniquement répréhensible, mais pour être préparés. Elle rédigerait une lettre d'excuse formelle à envoyer à l'adresse figurant sur le papier à en-tête, présentant l'incident comme un malentendu sous une forte pression opérationnelle. Ils n'admettraient pas un schéma de comportement. Ils ne feraient pas référence aux plaintes de service client qui circulaient en interne. Ils décriraient cela comme un incident isolé, une erreur de jugement, le genre de choses qui peut arriver lors d'une journée difficile dans un environnement à fort volume. C'était de la gestion de crise, pas de la prise de responsabilité, et Vanessa comprenait parfaitement la différence. Mark a écouté tout cela et a dit qu'il n'était pas sûr que ce serait suffisant. Vanessa lui a dit que ce serait suffisant s'ils agissaient vite et contrôlaient le langage. Elle avait déjà géré des situations difficiles. Elle avait navigué à travers des plaintes, apaisé des confrontations, s'était sortie par la parole de circonstances qui semblaient pires que celles-ci en surface. C'était gérable. L'homme était parti sans faire de scène. Il n'avait appelé personne sur le champ, n'avait rien enregistré publiquement.
n'avait pas menacé de poursuites judiciaires en face d'elle. Cela signifiait qu'il y avait encore de la marge pour façonner le récit. Ce qu'aucun d'eux n'a mentionné, ce que tous deux évitaient soigneusement de dire, c'est que les caméras de sécurité avaient tourné toute la journée, comme toujours, enregistrant tout sur le sol de la salle d'exposition. Jason n'était pas rentré chez lui. Il avait marché jusqu'à sa voiture dans le parking derrière le bâtiment, s'était assis un moment au volant, puis était retourné à l'intérieur par l'entrée de service dont il connaissait le code. Il s'était dit qu'il avait oublié quelque chose à son bureau. Il n'était pas sûr de le croire. Il a traversé le couloir latéral qui longeait l'arrière du bureau de Mark et il a entendu leur voix clairement à travers le mur. Pas chaque mot, mais assez. L'expression « incident isolé » est revenue 2 fois. Il a entendu Vanessa dire « Nous contrôlons la narration » avec la même confiance impassible qu'elle utilisait pour conclure une vente. Jason est resté dans le couloir et a pensé à l'enveloppe qu'il avait portée pendant 9 heures. Il a pensé à l'homme qui la lui avait donnée et n'avait rien dit de plus que le nécessaire. Il a pensé à Emma qu'il avait regardé avec ses yeux sombres et lui avait fait un petit signe de tête quand il lui avait demandé si elle allait bien. Le genre de signe de tête qu'un enfant fait quand il essaie d'être courageux face à quelque chose qu'il ne comprend pas complètement. Il a pensé à tous les clients qu'il avait vus être discrètement redirigés ou ignorés dans cette salle au cours des 3 mois où il avait été là, des gens qui ne correspondaient pas au profil visuel de la clientèle. Vanessa voulait des gens qui étaient partis sans rien acheter et sans dire pourquoi. Il est allé à son bureau, a ouvert son ordinateur portable et a passé 45 minutes à rédiger un compte-rendu détaillé de tout ce dont il avait été témoin. La flaque, l'échange, l'eau jetée, le silence de la salle, chaque mot qu'il avait clairement entendu dans ce couloir. Il a inclus une demande formelle pour que les images de sécurité du système interne de la salle d'exposition soient examinées par l'équipe de direction. Il a trouvé le contact direct du service de conformité d'entreprise d'Aurora Automotive Group sur le portail interne de la société, une adresse qui existait précisément pour des situations comme celle-ci et que la plupart des employés au niveau de la concession n'avaient jamais eu besoin d'utiliser. Il a envoyé le rapport et fermé son ordinateur portable et est rentré chez lui. Le lendemain matin, à 8h15, une berline sombre est entrée dans le parking de Luxora Motors, suivie d'un deuxième véhicule. Daniel Brooks est sorti de la première voiture, vêtu d'un costume anthracite, sans cravate, avec la même expression calme que la veille, sauf qu'il n'y avait plus rien d'incertain dans sa présence. 2 membres du conseil d'administration d'Aurora Automotive Group l'accompagnaient. Un avocat d'entreprise est venu du deuxième véhicule. Ils sont entrés ensemble par la porte d'entrée. La salle d'exposition était ouverte depuis moins de 20 minutes. 2 vendeurs s'occupaient des premiers clients. Jason était à son bureau près de la fenêtre. Il a levé les yeux quand la porte s'est ouverte et a reconnu Daniel immédiatement. Le même visage, les mêmes yeux, la même façon sans hâte de se déplacer dans une pièce. Il s'est levé sans réfléchir. Vanessa avait repéré le groupe de l'autre côté de la salle. Elle avait passé la nuit précédente à se préparer à cette éventualité et elle s'est dirigée vers eux avec le sang-froid poli de quelqu'un qui avait répété la conversation dans sa tête jusqu'à ce qu'elle semble gérable. Elle a tendu la main à Daniel et a commencé à parler avant qu'il ne se soit complètement arrêté. Sa voix était mesurée, chaleureuse, professionnelle. Elle lui a dit qu'elle était heureuse qu'il soit revenu, qu'elle avait réfléchi à l'échange de la veille et qu'elle voulait exprimer sincèrement à quel point elle était désolée pour toute détresse causée. Que la semaine avait été extrêmement exigeante et qu'elle avait réagi d'une manière qui ne reflétait pas les normes de Luxora Motors ni ses propres valeurs en tant que professionnelle. Daniel l'a laissé finir. Puis il a dit « Les images de sécurité d'hier ont déjà été récupérées. » La main de Vanessa, toujours tendue, est retombée lentement. Mark a été appelé hors de son bureau. Tout le personnel de la salle d'exposition, vendeurs, réception, superviseurs, a été rassemblé près du centre de la salle, entre les voitures. Les images de sécurité ont été diffusées sur le grand écran que la salle d'exposition utilisait normalement pour les présentations de produits. Il n'y a eu aucun commentaire. L'angle de la caméra était large et clair. Il montrait la flaque, petite et banale, une bouteille d'eau d'enfant sur un sol en marbre. Il montrait Vanessa s'approchant. Il montrait le geste par-dessus le bureau de la réception, le verre levé, l'eau jetée. Il montrait Daniel debout, l'eau trempant sa chemise. Il montrait Emma reculant.
Il montrait chaque personne dans cette salle qui avait détourné le regard. Et il montrait Jason traversant vers eux avec une poignée de serviettes en papier, s'accroupissant au niveau d'Emma. La pièce était complètement immobile. Vanessa se tenait au bord du groupe, les bras le long du corps, se regardant sur l'écran. Il n'y avait rien à recadrer. Il n'y avait aucune version du langage qui pouvait remodeler ce que les images montraient. Elle avait passé 16 heures à construire une architecture de justification et il n'avait fallu qu'une seule phrase pour la dissoudre entièrement. Daniel s'est adressé directement au groupe, sans théâtralité. Il a dit que ce n'était pas la norme qu'Aurora Automotive Group imposait à ses concessions, que cela n'avait jamais été la norme et que ce ne le serait plus à l'avenir. Puis il a annoncé les décisions qui avaient été officialisées ce matin-là avec le conseil d'administration. Mark Reynolds était relevé de son poste de directeur avec effet immédiat et réaffecté à un rôle de supervision du service client au niveau de l'entreprise, un rôle sans autorité sur le terrain et avec une responsabilité directe envers l'équipe de conformité. Vanessa Cole était mise en suspension avec salaire en attendant un examen formel de sa conduite, avec une forte recommandation du conseil pour que son contrat soit résilié à la fin de ce processus. Jason Miller était nommé directeur de plateau par intérim à compter du même jour. Le personnel s'est dispersé lentement, de la manière dont les gens se déplacent lorsqu'ils ont été témoins de quelque chose qui a changé la structure de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Mark est allé à son bureau pour récupérer les affaires dont il aurait besoin et a laissé le reste. Vanessa n'a rien dit. Elle a descendu le petit couloir à côté de la salle principale jusqu'à la petite salle de repos du personnel à l'arrière du bâtiment, la pièce avec la table, les chaises et la machine à café qui étaient toujours un peu trop bruyantes. Elle s'est assise. Tout le monde était parti. Pour la première fois dans 6 ans, il n'y avait pas de plateau à gérer, pas de clients à lire, pas de performance à calibrer. Il n'y avait que la pièce, le calme et la version d'elle-même que les images de sécurité avaient projetées sur cet écran pour que tout le monde la voie. Elle s'était vue traverser la salle avec cette autorité particulière dont elle avait toujours été fière, et elle avait vu ce que cela donnait de l'extérieur. Non pas du pouvoir, non pas du professionnalisme, mais du mépris. Le genre qui ne s'annonce pas, le genre qui a été pratiqué si longtemps qu'il ressemble à de l'instinct. Elle revenait sans cesse à une image, non pas de l'écran, mais de son propre souvenir de la matinée précédente. Le visage d'Emma quand l'eau a frappé son père. L'enfant n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas compris ce qu'elle voyait, pas de la manière dont un adulte le comprendrait, avec le langage, le contexte et la capacité de nommer ce qui n'allait pas. Elle avait simplement regardé son père avec une expression qui demandait sans mots « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» Cette question, non formulée par une enfant de 6 ans qui n'avait rien fait de plus que de faire tomber une bouteille d'eau, était la seule chose pour laquelle le langage préparé de Vanessa n'avait aucune réponse. Non pas parce que la réponse était compliquée, mais parce que la réponse était simple et que ce n'était pas une réponse qu'elle était prête à dire à voix haute pour l'instant. Elle laisse rester assise dans la salle de repos vide pendant un long moment avant de se lever et de marcher jusqu'à sa voiture. La première semaine sous la direction par intérim de Jason n'a pas été simple. Ce ne fut pas un moment de réinitialisation collective où le personnel a regardé son nouveau chef et a décidé d'un commun accord de faire mieux. C'était inconfortable, inégal et, à certains moments, discrètement hostile. 3 des vendeurs principaux étaient chez Luxora Motors depuis plus de 4 ans. Ils avaient vu Jason faire ses premiers 90 jours, l'avaient corrigé devant des clients, l'avaient laissé en dehors des conversations qui se tenaient dans le coin de la salle de pause. Maintenant, ils devaient le mettre en copie de leur rapport hebdomadaire. L'ajustement ne s'est pas fait avec grâce. Jason a tenu la première réunion du personnel le 3e matin de sa prise de fonction. Elle fut brève. Il n'a pas fait de discours sur la culture ou les valeurs ou le genre de concessions qu'ils allaient devenir. Il a dit que la salle fonctionnerait avec une seule norme pour chaque client qui franchirait la porte, peu importe ce qu'il portait ou ce qu'il conduisait. Il a dit que ce n'était pas une nouvelle politique. C'était la politique qui existait sur le papier depuis le jour de l'ouverture de la salle d'exposition et qu'à l'avenir, elle existerait aussi dans la pratique. Puis il a demandé s'il y avait des questions et comme il n'y en avait pas, il a mis fin à la réunion et est retourné travailler. Il comprenait que l'autorité que le conseil d'administration lui avait donnée était réelle,
mais que l'autorité sur le papier et l'autorité dans une pièce pleine de gens qui ne vous respectent pas étaient deux choses différentes. Il devait construire la seconde lui-même, et il savait que la seule façon de le faire était de se montrer de la même manière chaque jour jusqu'à ce que la constance elle-même devienne indéniable. Daniel n'a pas visité la salle pendant ces 2 premières semaines. Il recevait des rapports quotidiens de l'équipe de conformité de l'entreprise qui avait placé Luxora Motors sous un examen de performance temporaire et il les lisait tous les soirs. Il cherchait quelque chose de spécifique, non pas les chiffres qui mettraient plus de temps à refléter un réel changement, mais la nature des plaintes et le schéma des interactions enregistrées. Il voulait voir si Jason dirigeait par principe ou par l'effet de levier temporaire d'une nomination. C'était des choses différentes et elles produisaient des résultats différents. Et Daniel avait appris en 20 ans de construction d'Aurora Automotive Group qu'on ne pouvait pas faire la différence à distance. Il fallait observer les petites décisions. Ce que les rapports lui ont montré au cours de ces 2 semaines était cohérent. Jason était intervenu 2 fois lorsque des vendeurs avaient visiblement dépriorisé des clients qui ne correspondaient pas au profil préféré de la salle d'exposition. Il avait traité une plainte d'un client qui avait reçu des informations de prix incorrectes, non pas en la transmettant à la ligne d'entreprise, mais en s'asseyant directement avec le client jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il n'avait pas utilisé sa nouvelle position pour réorganiser la hiérarchie pour son propre confort. Il faisait le travail comme si le travail était simplement le travail, pas une scène. C'est ce que Daniel attendait de voir. Daniel est retourné à Luxora Motor un jeudi après-midi, sans prévenir, habillé comme la première fois, sans costume, sans entourage. Il a demandé à la réceptionniste de faire savoir à Jason qu'il était là. Jason est sorti du bureau arrière, lui a serré la main et ils se sont assis dans la petite salle de conférence à côté de la salle principale, qui était auparavant utilisée pour les réunions de direction. Daniel a parlé sans préambule. Il a dit à Jason qu'il avait lancé Aurora Automotive Group il y a 22 ans, avec rien d'autre qu'un plan d'affaires que 3 banques avaient rejeté et une qui ne l'avait pas fait. Avant cela, avant tout, il avait été mécanicien à Detroit, travaillant de longues heures pour un salaire qui lui permettait de payer son loyer, mais pas beaucoup plus. Il avait économisé pendant 8 mois pour avoir assez pour un acompte sur une voiture d'occasion fiable pour sa femme, qui faisait 1 heure et 40 minutes de trajet, aller-retour, en bus pour aller au travail, par tous les temps. Il était entré dans une concession à Detroit avec 200 $ en poche, assez pour réserver un véhicule, et avant même d'avoir parlé à un seul vendeur, un directeur s'était approché de lui et lui avait dit, devant sa femme, que l'inventaire qu'ils avaient disponible était probablement hors de son budget et qu'il y avait d'autres parcs automobiles plus loin qui pourraient être plus appropriés. Ils n'avaient pas demandé quel était son budget. Ils avaient regardé ses vêtements et avaient fait le calcul pour lui. Sa femme lui avait pris la main et ils étaient en sortie sans un mot. Elle était décédée 2 ans plus tard d'un diagnostic arrivé trop tard, comme cela arrive parfois quand les gens reportent les rendez-vous parce que le coût de se tromper semble trop élevé. Il avait construit Aurora Automotive Group dans les années qui ont suivi et il avait gardé cet après-midi à Detroit avec lui à travers chaque acquisition, chaque expansion, chaque réunion de politique interne sur les normes de service client. C'était la raison pour laquelle il entrait encore dans ses propres concessions sans prévenir. C'était la raison pour laquelle il était à Luxora Motors un mardi matin, en chemise blanche simple, avec sa fille sur la hanche. Jason a écouté sans interrompre. Quand Daniel a fini, aucun d'eux n'a parlé pendant un moment. Pas un silence inconfortable, mais le genre qui suit quelque chose qui a été dit pour la première fois depuis longtemps et qui a besoin d'un peu d'espace pour respirer. Daniel a parlé à Jason de la fondation. Aurora Automotive Group la finançait discrètement depuis 3 ans, une initiative communautaire conçue pour aider les adultes qui travaillent avec des revenus limités à accéder à un transport fiable. Pas de la charité au sens où le mot est souvent utilisé, mais un soutien structuré, un financement de véhicules à faible taux d'intérêt, des critères de qualification basés sur l'emploi, des partenariats de maintenance avec des ateliers indépendants. Elle opérait dans 4 villes et devait s'étendre. Daniel a dit qu'il cherchait quelqu'un pour aider à gérer le côté engagement communautaire du programme, quelqu'un qui comprenait ce que l'on ressentait dans une pièce où l'on n'est pas sûr d'être le bienvenu et qui savait comment changer cette pièce de l'intérieur. Il a demandé à Jason de réfléchir si c'était quelque chose dont il voulait faire partie.
Jason a dit qu'il n'avait pas besoin d'y réfléchir. L'examen de conduite s'est conclu à la fin de la troisième semaine. La recommandation de l'équipe de conformité de l'entreprise était le licenciement. Les images étaient sans ambiguïté. Le schéma de comportement documenté dans les plaintes internes était cohérent et il n'y avait aucune base procédurale sur laquelle contester le résultat. Vanessa a été informée de la décision par lettre, comme c'était la norme. Elle ne l'a pas contesté. Ce qui s'est passé ensuite ne figurait dans aucun document de procédure. 10 jours après avoir reçu la lettre de licenciement, Vanessa Cole est revenue à Luxora Motors un mercredi matin, alors que la salle était ouverte et modérément occupée. Elle n'était pas vêtue des vêtements professionnels élégants qu'elle portait en tant que directrice. Elle portait des vêtements de travail simples, rien de conçu pour signaler quoi que ce soit. Elle a demandé à la réceptionniste si elle pouvait parler à Jason Miller et elle a attendu sur l'une des chaises près de l'entrée, les mêmes chaises où les clients s'assoient pendant que leurs papiers sont traités. Jason est sorti et ils se sont tenus près de la fenêtre, assez loin de la salle pour que la conversation soit privée. Vanessa n'avait pas le sang-froid fluide qu'elle avait toujours eu dans cette salle. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé plusieurs semaines à méditer sur quelque chose de difficile et qui était venu non pas parce qu'elle attendait un résultat particulier, mais parce qu'elle avait besoin de dire ce qu'elle était venue dire. Elle lui a dit qu'elle n'était pas là pour demander à récupérer son travail ou pour contester l'examen. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup de temps pendant ces semaines à réfléchir à ce qu'elle avait réellement fait. Pas la version qu'elle avait construite ce soir-là dans le bureau de Mark avec le langage sur la pression opérationnelle et le malentendu, mais la chose réelle. Elle a dit qu'elle avait regardé un homme qui était entré avec sa fille un mardi matin, l'avait évalué en moins de 3 secondes et avait décidé qu'il n'avait pas sa place dans un espace qu'elle traitait comme le sien. Elle a dit qu'elle avait jeté de l'eau sur une personne devant son enfant parce qu'à ce moment-là, sa présence lui avait semblé être un inconvénient pour son image de la salle et qu'elle ne s'était pas arrêtée pour se poser une seule question sur qui il était ou à quoi ressemblait sa vie. Elle a dit qu'elle ne s'excusait pas parce qu'elle avait perdu son travail. Elle a dit « J'ai regardé un père et je n'ai vu que ses vêtements. » Jason a reçu cela sans combler immédiatement l'espace. Il lui a dit que la décision concernant son emploi avait été prise à un niveau supérieur au sien et qu'il n'était pas en mesure de l'annuler. Puis il a dit que la fondation que Daniel lui avait demandé d'aider à développer cherchait des gens qui comprenaient par expérience personnelle ce que coûtait le fait d'être rejeté et que si elle était sérieuse à l'idée de repartir à zéro, il pourrait y avoir une place pour cela. Pas chez Luxora Motors, pas encore, mais quelque part où le travail serait plus dur et plus honnête que de gérer une salle qui fonctionnait sur les apparences. Vanessa a dit qu'elle comprenait. Elle l'a remercié et est partie. Daniel a entendu parler de l'échange par Jason la semaine suivante. Il n'a rien dit pendant un moment, puis a hoché la tête une fois. Pas comme l'approbation d'une décision d'affaires, mais comme la reconnaissance de quelque chose de plus humain que cela. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste un morceau de papier plié écrit à la main, petit et simple, et l'a tendu à Jason. La note disait « N'oublie jamais qui tu es quand personne ne sait encore qui tu es. » Jason l'a lu 2 fois, l'a plié soigneusement et l'a mise dans la poche de sa chemise. 6 semaines après le matin où Daniel Brooks était entré dans Luxora Motors en chemise blanche simple avec sa file sur la hanche, la salle d'exposition avait la même apparence que toujours. Les voitures polies, l'air frais, les surfaces en chrome brossé, mais la température de la pièce avait changé, de la manière dont les pièces changent lorsque les règles tacites sont réécrites et que les gens à l'intérieur commencent à agir différemment parce qu'ils ont vu à quoi ressemble l'alternative de l'extérieur. Un vendredi matin, Jason se tenait près du bureau de la réception, examinant un calendrier de livraison, lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est entré seul. Il portait des vêtements de travail, une veste en toile, des bottes robustes avec de la boue séchée sur la semelle, l'air de quelqu'un qui venait directement d'un chantier sans s'arrêter pour se changer. Il se déplaçait avec une certaine incertitude, comme le font les gens qui ne sont pas sûrs d'être bien traités dans un endroit qui ne leur ressemble pas. Jason a posé les papiers et a traversé la salle avant que quiconque ne bouge. Il a tendu la main, a regardé l'homme dans les yeux et a dit « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'expression de l'homme a changé. Une petite chose, un léger relâchement de la tension dans ses épaules. Le genre de réponse qui se produit lorsque quelqu'un reçoit une courtoisie humaine de base dans un endroit où il ne s'y attendait pas.
Ils ont marché ensemble vers les voitures, au rythme qu'ils choisissaient, regardant ce qu'ils voulaient regarder aussi longtemps qu'ils en avaient besoin. Pas de calcul, pas d'évaluation, pas de décision prise dans les 3 premières secondes pour savoir si cette personne avait sa place. Dehors, la lumière californienne pressait, plate et brillante, contre les baies vitrées. À l'intérieur, quelque chose qui avait été mal pendant longtemps était, dans ce petit moment, simplement juste.